Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la fondation MTN Bénin qui célèbre le personnel du centre de traitement des épidémies d'Alada. Il s'agit du centre qui a accueilli le plus grand nombre de malades de Covid-19 depuis la détection du premier cas au Bénin. Et pour la fondation du groupe Yellow, il est temps de reconnaître le sacrifice du personnel sanitaire. Et de la parole à l'acte, elle a fait don de coffrets d'équipements sanitaires au centre. Nous ferons le point dans ce journal. Nous parlerons ensuite du don de vivres et de bien d'autres matériels que le gouvernement a fait aux populations victimes des récentes crues dans le département du Mono. Le geste a été fait en milieu de semaine par une délégation composée de trois ministres qui sont allés exprimer ainsi la compassion et la solidarité de toute la nation. Geoffroy Mentan et Florent Tourou nous diront davantage dans un instant. Et puis il sera question de la cérémonie de remise de prix aux communes lauréates du concours Ville Durable. 8 communes ont été distinguées sur les 39 qui étaient en compétition. L'événement s'est déroulé à Boïcom et les lots décernés varient d'enveloppes financières de plusieurs millions de francs CFA à des matériels d'assainissement. C'est ce que nous dirons Imet Hélène Moussou et Georges Vaudouin. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à ce spécial 18h30 du dimanche 27 juin 2021. La fondation MTN Bénin célèbre le personnel du centre de traitement des épidémies d'Alada. Il s'agit du centre qui a accueilli le plus grand nombre de malades de Covid-19 depuis la détection, il faut le dire, du premier cas au Bénin. Et pour la fondation du groupe Yellow, il est temps de reconnaître le sacrifice du personnel sanitaire et de la parole à l'acte. Elle a fait don de coffrets d'équipements sanitaires au centre. Voici le point de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Eder Moubevi. Un tonnerre d'applaudissements pour les héros sanitaires d'Alada. Le personnel soignant du centre de traitement des épidémies reçoit les ovations de la fondation MTN Bénin. Il s'agit ici d'exprimer la gratitude du peuple béninois à ces hommes et femmes qui étaient et qui restent les premiers au front contre la pandémie de la Covid-19 dès la découverte des premiers cas au Bénin. Pour les responsables de la fondation MTN, ils sont tous des héros. En ville, on n'a pas forcément la mesure du travail que vous faites ici. Et moi, j'ai eu la chance, je pense que très peu de Béninois ont eu cette chance-là, de discuter directement avec le DTS, de discuter avec le ministre au sujet de la pandémie il y a environ 2 semaines. Et j'ai pu entendre des choses qui montrent à quel point vous vous donnez, à quel point vous avez sacrifié des choses. Le temps que vous avez passé ici, c'est autant de temps que vous n'avez pas passé auprès de vos familles. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu des enfants pendant longtemps, pour ceux et celles qui ont été loin de leurs épouses, de leurs conjoints et qui ont été au chevet de nos compatriotes. Bien entendu, nous avons la chance d'en sauver le grand nombre. Je sais qu'on en a perdu quelques-uns également et que ça aussi, c'est un traumatisme du soignant. Et c'est justement pour féliciter et encourager ces hommes et femmes qui ont sauvé des milliers de Béninois que la fondation MTN Bénin leur a offert plusieurs coffrets de vivres avec des équipements sanitaires. Pour la fondation MTN Bénin, ces hommes et femmes sont tous des héros et devraient être traités comme tels. Ce don constitué de coffrets pour chaque agent de santé et également de kits pour les patients représente non seulement pour nous une marque de générosité à notre égard, mais aussi et surtout un geste de réconfort à l'endroit de tout le personnel de soins au front depuis plus d'1 an, de jour comme de nuit. Touchés par cette marque d'attention, les responsables et le personnel sanitaire se sentent revigorés et soutenus dans leur sacrifice au quotidien. Ils en profitent pour rappeler ce qui a failli être une psychose générale pour le peuple béninois, mais qui a rapidement été maîtrisé grâce à la prompte réaction du gouvernement du président Patrice Talon.
Santé encore avec le président de la commission chargée de contrôle des structures de prestation de soins médicaux du Bénin qui était face à la presse en début de week-end. C'était pour partager avec les hommes des médias les informations relatives aux activités de la commission suspendues, il faut le dire, depuis quelques mois à cause justement de la pandémie Covid-19. Et pour l'occasion, celles menées, sinon les activités menées durant le premier semestre de l'année 2021 ont été passées en revue. Écoutez ici Blaise Aïvi sur des propos recueillis par Clément Achadé. Au cours du premier semestre de 2021, en plus de la réalisation de ces saisines et des inspections en immersion dans les services de santé, nous avons conduit une mission de contrôle dans les hôpitaux pour vérifier le processus de stérilisation en vue de relever les écarts par rapport aux normes. Ces saisines réalisées au cours de ce premier trimestre 2021 ont porté sur une prise en charge déficiente des malades, c'est le cas au CHU de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou, à la clinique La Pyramide de Porte-Novo, à l'hôpital de zone de Dassa, au centre de santé d'arrondissement de Kouti à Vrancou, à la clinique d'accueil des urgences du CNHU de Cotonou, également du service de pédiatrie du CNHU de Cotonou. Et le dernier cas, c'est au centre de santé de Guéné à Malanville. Soit ces saisines ont porté sur des renseignements des patients en détresse. C'est le cas à l'hôpital de zone d'Adjoum, au centre de santé d'arrondissement de Golodjibé, à l'hôpital de zone de Natitengou, au centre de santé d'arrondissement de Gamia, dans Bembereke, soit sur des malversations financières et des détournements de recettes, essentiellement à l'hôpital de zone de Save et à l'hôpital de zone de Tadjoum. Ils ont porté également sur des propos irrévérencieux et des actes d'insubordination envers le chef hiérarchique au centre de santé d'arrondissement de Godomé, sur un exercice illégal de la médecine et de la chirurgie à l'hôpital de zone de Dassa et sur la délivrance d'ordonnances de matériel de chirurgie faisant suspecter un réseau de malversation au centre hospitalier départemental Ouémé de Porte-Novo. Les mises en cause ont reçu ou recevront des sanctions dont la sévérité est à la mesure de la gravité des malversations commises. Le contrôle en immersion dans les centres de santé ont surtout été effectués par les cellules départementales. La déviance sur laquelle nous voulons insister, c'est le non-respect du cahier de charge des cabinets de soins infirmiers et des cliniques d'accouchement eutoxiques. Ces derniers temps, nous avons eu à fermer certains de ces cabinets de soins infirmiers et cliniques d'accouchement dont l'infrastructure, l'environnement et la nature des prestations de soins sont plutôt inquiétants pour la sécurité sanitaire du malade. Il s'agit de la clinique d'accouchement eutoxique de Fond à Godomé, le cabinet de soins infirmiers Saint-Léo dans l'arrondissement de Godomé, le cabinet de soins infirmiers La Main de Dieu à Kokokodi, le cabinet de soins infirmiers Yélène Point de Dieu à Kokokodi, le cabinet de soins infirmiers Dieu Seul à Kassato, cabinet humanitaire d'accouchement Sainte-Anne, Sainte-Élisabeth à Cové. Il vient de nous être signalé, d'une part, que la reprise de l'exercice en clientèle privée par certains agents permanents ou contractuels de l'État. Également, il nous a été signalé des comportements déviants dans les laboratoires d'analyse biomédicale avec une insécurité des résultats d'analyse et une fuite des recettes. Une autre activité phare au cours de ce premier trimestre de la Commission, c'est le contrôle du processus de la stérilisation dans les hôpitaux. Voilà. Tous les départements ont été passés en revue, sauf celui du littoral, qui est prévu pour la semaine prochaine. Voilà, c'était Blaise Aïvi, président de la commission chargée de contrôle des structures de prestation des soins médicaux.
Le Japon, au chevet du système sanitaire béninois, le pays du soleil levant, vient de faire don d'un important lot d'équipements médicaux au Bénin, dans le cadre bien sûr de son projet d'appui aux formations en sanitaire. Et ceci pour mieux lutter contre la pandémie de la Covid-19. Coût du projet, 1,5 milliard de francs CFA, s'il vous plaît. Précision, Clément Tchadé et Rachidi Soubert. Le Bénin et son ami le Japon ne baissent pas la garde de lutte contre la Covid-19. Pour appuyer le Bénin, le Japon fait don d'importants lots d'équipements médicaux. Ceci à travers le projet de fourniture d'équipements médicaux pour un montant d'1,5 milliard de francs CFA. Ce vendredi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Cotonou est ici au ministère de la Santé pour procéder à la remise de la première partie de ces équipements au gouvernement béninois. Ce sont des équipements médicaux de grande qualité destinés à renforcer davantage le système sanitaire du Bénin pour une éradication rapide de la Covid-19 et d'autres maladies. À travers ce geste, le gouvernement du Japon, très soucieux de l'amélioration des conditions de vie de la population du Bénin, témoigne une fois encore son amitié et sa solidarité au peuple béninois. Et notre pays s'engage à toujours accompagner le Bénin dans le renforcement de son système sanitaire. Le premier lot d'équipement est composé de 20 respirateurs, 18 moniteurs patients et 80 de toilettes temporaires. Le deuxième lot déjà en route pour Cotonou est composé d'un système de radiographie, de 15 électrocardiogrammes, de 4 ambulances et de 8 respirateurs. Pour le ministre béninois de la Santé, la solidarité du Japon est à saluer. Ces différents équipements serviront à renforcer le plateau technique de plusieurs centres hospitaliers et formations sanitaires. C'est vous dire, mesdames et messieurs, l'importance que revêt cette cérémonie pour mon département ministériel. C'est pourquoi je voudrais, au nom du président Patrice Talon, adresser nos sincères remerciements au gouvernement japonais pour cette contribution remarquable. Je voudrais vous rassurer qu'un très bon usage sera fait des équipements que nous réceptionnons ce jour. Par ce don, le Japon s'engage à renforcer le système de santé en Afrique dans une vision globale de promotion des systèmes de santé résilients pour la qualité de vie. Pour y arriver, plusieurs projets sont déjà réalisés au Bénin. En exemple, le projet de renforcement des installations et équipements de l'hôpital de la mère de l'enfant Lagune, le projet de construction et d'équipement de l'hôpital d'Alada et bien d'autres. Des adolescents et jeunes étudiants des différentes universités publiques du Bénin sont cette année à l'honneur pour la semaine de promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé de reproduction. L'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à leur faire prendre conscience et à bien réfléchir avant de s'engager. Les manifestations officielles ont été lancées à l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomela. Nous sommes dans la cité royale. On va faire le point avec Imet Hélène Amousso. Une semaine pour promouvoir l'éducation à la santé sexuelle et les services de santé de reproduction dans les universités publiques. L'initiative vise à prévenir et lutter contre le fléau des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida, l'explosion des grossesses non désirées et la déperdition dans les universités. Admis en nombre important dans les universités, les étudiants sont de plus en plus jeunes. Ils ont une sexualité qu'ils hugent de contrôler selon l'autorité rectorale, ceci pour leur garantir un meilleur avenir. L'afflux des apprenants mineurs dans les établissements universitaires n'a suscité autant d'attention qu'aux aspects relevant des risques d'une gestion peu responsable de la sexualité. C'est donc une autre manifestation de la sollicitude envers la jeunesse estudiantine qui est mise en route à travers la mise à disposition d'informations utiles et indispensables pour une vie sexuelle responsable. Vous obtenez le baccalauréat, parfois avant l'âge, c'est-à-dire avant 18 ans, prescrit par les tests. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? On ne peut pas empêcher une tête bien faite d'évoluer. Mais il se pose un autre problème, c'est qu'à partir quand on a l'âge de la puberté, il est important d'être à côté de la famille pour qu'on vous aide à gérer, à assurer en fait cette transition.
La semaine est organisée au profit des adolescents et jeunes étudiants dans les universités publiques. Elle découle du programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies en milieu de travail du ministère de l'Enseignement supérieur. Au terme de la campagne qui démarre à travers la présente mobilisation, il est attendu que les capacités de 600 étudiants soient renforcées en santé de reproduction, mais également sur l'accès aux services de santé de reproduction disponibles dans les 4 universités publiques du Bénin. Pour l'atteinte des objectifs, la secrétaire générale adjointe représentant la ministre a sollicité l'engagement des uns et des autres pendant les 7 jours de campagne. Il s'agit donc pour nous, à travers cette campagne, de renforcer les connaissances des étudiants sur la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes. Plus concrètement, il s'agit de mettre à la disposition des étudiants l'information sur la santé de reproduction et de donner les informations sur les services disponibles aussi bien dans les infirmeries universitaires que chez les partenaires institutionnels, la BPF et la BMS, et d'expliquer comment accéder à ces services. Lancée ce jeudi à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'initiative est appuyée par l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, l'Association béninoise pour le marketing social ABMS, ainsi que le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Elle est mise en œuvre simultanément dans l'ensemble des 4 universités publiques du pays. Au cri de détresse des populations victimes des récentes crues dans le département du Mono, le gouvernement répond par un élan de cœur. Et ceci a été matérialisé par le don aux sinistrés d'un important lot de vivres et de bien d'autres matériels. Le geste, lui, a été fait en milieu de semaine à Grand Popo et par 3 membres du gouvernement. Le point de ce geste de solidarité dans ce compte rendu signé Geoffroy Mentan et Florent Dou. Voici un lot de vivres et de non-vivres. Ils ont été acheminés ici à l'hôtel de ville de Grand Popo dans le département du Mono et sont destinés aux sinistrés des dernières inondations dans la commune. L'initiative est du gouvernement béninois, représenté à cette cérémonie de remise par 3 de ses ministres. Toute la population de Grand Popo, par ma voix, vous dit merci pour votre visite avec les bras chargés de vivres et de non-vivres. L'aide humanitaire du gouvernement est composée également d'une enveloppe financière. Elle a été reçue au nom des sinistrés par le maire de la commune. Et je profite de cette occasion pour demander aux représentants du président de la République de remercier le président pour sa prompte réaction pour cette inondation. Et je remercie monsieur le ministre de cadre de vie qui n'a ménagé aucun effort. Remercier toute la délégation de notre conseil communal de Grand Popo, sans oublier le commissariat de Grand Popo. Le geste est une manière pour la délégation gouvernementale d'exprimer aux populations sinistrées des récentes crues la compassion et la solidarité du gouvernement et de toute la nation. Le gouvernement a échangé par rapport à votre situation et la décision a été prise pour que cette délégation soit ici ce matin avec vous, pour vous témoigner l'attachement du gouvernement, pour vous exprimer la compassion du gouvernement, pour vous dire que le gouvernement est avec vous et que le gouvernement va vous accompagner jusqu'à la solution définitive. Un appel a été lancé à l'endroit des populations victimes des affres de cette inondation pour le respect des consignes de sécurité et des dispositions à prendre pour protéger les enfants. Un rappel des règles élémentaires d'hygiène a été fait. Je voudrais encore en appeler également à votre vigilance parce que nous ne sommes qu'en début des saisons des pluies. Le pic peut-être est encore ultérieur et il pourrait y avoir des montées des eaux encore plus importantes. Donc, il faudrait prendre les mesures, les dispositions et respecter les recommandations qui vous seront données dans ce sens par les autorités de votre localité. Il est important aussi que nous regardions les solutions locales, les propositions qui peuvent aller de la délocalisation ou l'amélioration du type d'habitat dans lequel nous vivons. Des précautions à prendre à l'avance. Je dois dire que comparativement à 2 ans, je crois, cette fois-ci, nous ne sommes pas allés dans des conséquences dramatiques comme ce fut le cas.
Mais on peut aller au-delà de cela, inventer des solutions. C'est l'homme qui invente des solutions pour améliorer son avenir. Peu avant cette action humanitaire d'urgence, la délégation gouvernementale était sur l'ancien pont de Grand Popo pour voir les installations de prise de mesure du niveau de l'eau sur le fleuve Mono. Justement, nous allons rester avec Geoffroy Mentin et Florent Dehou qui vont nous parler maintenant du projet de promotion de la santé des droits sexuels et reproductifs. Un projet mis en œuvre par l'ONG Afrique Mutualité dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé et qui, il faut le dire, est à l'heure du bilan global de son exécution. L'exercice se fait autour d'un atelier de capitalisation au cours duquel les retombées de la mise en œuvre du projet ont été évoquées. Regardez. Cette activité est l'une des dernières à mettre à l'actif du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, PSDSR, mis en œuvre dans la zone sanitaire Lokossa à Tiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Organisée du 9 au 11 juin dernier à Lokossa, elle a été un atelier de capitalisation des acquis de ce projet qui est presque à terme. Les résultats obtenus sont élogieux et le feedback que nous avons eu du terrain auprès des bénéficiaires est très positif. Après 3 années d'exécution du projet et conformément à sa stratégie de bilan trimestriel, Afrique Mutualité a une nouvelle fois réuni autour de la table les acteurs intervenants dans la mise en œuvre du projet. Cette fois-ci, ils ont eu à faire également un bilan global du projet avant de se pencher sur sa capitalisation. Et il était intéressant, important que les activités qui ont connu du succès, que nous puissions voir dans la méthode utilisée, qui ont permis d'avoir du succès, dans les outils que nous avons utilisés, qui nous ont donné de bons résultats, que nous puissions voir avec nos acteurs majeurs, comme je dis la mairie, les CPS, les centres de santé et autres acteurs communautaires qui ont travaillé avec nous, dans quelle mesure nous pouvons poursuivre ces activités à la fin de la subvention. Parmi les activités phares effectuées au titre du projet figurent les dialogues réflexifs sur les thématiques de la santé, de la reproduction et les compétitions annuelles entre les clubs de jeunes sur les connaissances attitudes en santé, de la reproduction des adolescents et jeunes, SRAJ, et sur les jeux ludiques au Bénin. À travers les dialogues organisés dans notre collège, les catalyseurs amènent les élèves harcelés à pouvoir se défendre, à pouvoir dénoncer leur cas auprès de la police et autres. Quand les parents viennent au niveau du centre de promotion sociale d'Atiémé pour la consultation sociale, ils témoignent que du fait qu'il y a le dialogue parents-enfants au niveau de leur famille, il y a une prise de conscience au niveau de leurs enfants, et ils arrivent à discuter mieux avec les enfants sur les questions de sexualité qui étaient une question taboue. La principale mission de l'ONG Afrique Mutualité est d'œuvrer à la protection sanitaire et sociale et au développement des populations africaines. Il nous était difficile en tant que parents de discuter avec nos enfants sur des sujets comme la sexualité et la reproduction. Mais depuis que ce projet est intervenu, nous sommes décomplexés et n'avons plus de sujets tabous avec nos enfants et les jeunes. La conséquence a été la diminution des cas de grossesse précoce au sein de la cour Georges-Juveline. Je ne peux que remercier le projet PSDSR dont la mise en œuvre a permis à la commune d'Atiémé d'avoir une diminution des cas de grossesse précoce et des cas d'infection. Je souhaite que Afrique Mutualité et qu'Air Bénin nous reviennent plus aguerris pour continuer le travail qu'ils ont déjà entamé dans la commune de Lokossa. Le PSDSR est une initiative du consortium ABMS, ABPF et Care International Bénin-Togo. Son financement est assuré par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement canadien.
Voilà, d'une ONG à une autre, Éleveurs sans frontières Bénin, elle, se propose de se faire sortir, sinon de sortir de la précarité des jeunes filles issues de familles vulnérables dans la commune de Zapota. Et pour le faire, elle entend les former et les accompagner en cuniculture et en transformation et commercialisation de la viande du lapin. C'est à la faveur d'un projet dénommé la cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zapota. Coût du projet, un peu plus de 24 millions de francs CFA. Voici les détails avec Imet Hélène Amosso. La cuniculture pour sortir 30 filles de la précarité. Le projet est mis en œuvre par l'organisation non gouvernementale Éleveurs sans frontières Bénin ESFB. Les bénéficiaires sont des jeunes filles de 15 à 22 ans. Ce sont des personnes ayant décroché du circuit formel de formation et d'apprentissage, celles victimes de violences et des orphelins sans soutien familial. Le projet prend en compte la construction de 25 bâtiments d'élevage au profit de ces jeunes filles, la fourniture de 200 lapins géniteurs, la fourniture d'aliments pour l'alimentation des animaux au démarrage. La dotation en équipement, la formation et l'équipement de 5 vaccinateurs villageois pour assurer la veille sanitaire, la construction d'un aire d'abattage de lapins, le suivi médico-social individualisé des 30 jeunes filles par une clinique de la place. Prévu pour durer 6 mois, le projet in fine va permettre de sortir les bénéficiaires de la précarité, d'opérer un véritable changement dans leur vie par l'élevage de lapins, évalué à un coût global de 24 559 146 francs CFA. L'initiative est financée à 53% par l'ambassade de France, 27% par Élevage sans frontières, 18% par Éleveurs sans frontières Bénin et 2% par les bénéficiaires. Plusieurs autres partenaires apportent leur expertise sur le plan technique. Cridel ONG s'est engagé de les amener à comprendre l'importance pour eux de se mettre ensemble pour des résultats plus probants en vue de leur plein épanouissement et de connaître le rôle de chacun. À l'endroit des bénéficiaires, je dirais seulement qu'il faudrait qu'elles aient de l'engagement. Le lapin est très propre, donc il faudrait que vous soyez prêts à rendre cet élevage aussi propre que possible, surtout avec la maladie que nous gérons actuellement, qui est l'épidémie à virus hémorragique du lapin. Pour sa pertinence et son originalité, le projet figure parmi les projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA. Pour cette édition 2021, tout comme par le passé, l'ensemble des parties prenantes ont rassuré de leur engagement et de leur disponibilité à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. On vous apprend encore la transformation. Or, dans notre commune ici, nous n'avons pas encore un lieu d'abattage de lapins. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur, pour avoir porté ce plus aux 30 foyers de Zapota. L'ONG Élevage sans frontières fait partie des meilleures ONG qui ont élaboré des projets innovants. Nous sommes très contents. Le souhait de toutes les parties prenantes est que chacun joue réellement sa partition. En plus du suivi technique et des conseils d'orientation, les 30 filles bénéficiaires auront aussi droit, sur la période de mise en œuvre du projet, à une éducation à la santé sexuelle et reproductive, à des sensibilisations, de même que des accompagnements personnalisés. Pour mettre un terme à ce journal, évoquons l'épilogue du concours des villes durables. Cette année, 8 villes ont été distinguées sur les 39 qui étaient en compétition, et la cérémonie de remise de prix aux lauréats a réuni en milieu de semaine les maires des communes ayant répondu à l'invitation du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Les lots reçus, eux, varient d'enveloppes financières de plusieurs millions de francs CFA à des matériels d'assainissement. Pour plus de précision, nous allons retrouver Imet Hélène Amosso et Georges Vaudenon. Les prix décernés varient d'enveloppes financières à des lots de matériel d'assainissement. Les bénéficiaires sont les 8 meilleures communes lauréates du concours Ville durable, avec Bani Kouara en tête, suivi de la commune de Boycon. Ce challenge est une initiative du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, portée par le Fonds national pour l'environnement et le climat. Elle vise à renforcer les capacités des communes dans la gouvernance environnementale et climatique. C'est donc dans cette perspective que ce concours a été initié. Après sa cérémonie de lancement officiel le 28 octobre 2020
dans la commune de Semenkodji. Le concours Vie durable s'est déroulé du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 dans les 39 communes qui ont répondu présent à l'invitation à participer du ministre du Cadre de vie et du Développement durable. En vue de s'assurer du bon déroulement de la compétition, un mécanisme de suivi et d'évaluation a été mis en place. Le comité installé a eu des démembrements tant au niveau départemental que communal. Il est composé au niveau national de représentants de diverses structures sous tutelle du ministère du Cadre de vie. Un cabinet d'huissier a aussi été chargé de suivre le processus du déroulement des activités d'évaluation des communes en vue de garantir la transparence ainsi que la neutralité requise. Notre mission a consisté à faire des descentes et des constats sur le terrain et à vérifier les rapports des activités des communes ainsi que la tête, les procès-verbaux de constat dressés par nos soins d'une part et d'autre part à surveiller et suivre l'évaluation des 10 rapports. Sur les 39 communes participantes, 8 ont été identifiées comme les meilleures au nombre des critères qui ont servi à les départager. On peut citer la gestion et l'entretien des ouvrages de voirie et d'assainissement existants, la gestion des déchets et la salubrité publique, la foresterie urbaine, l'éducation environnementale et enfin l'intégration des changements climatiques dans les documents de planification communale. À terme, les objectifs visés ont été atteints selon les organisateurs, à savoir le renforcement de la prise de conscience des enjeux environnementaux et climatiques, mais surtout l'amélioration du cadre de vie dans les communes. Banikwara, cité cotonnière, Banikwara, première ville durable pour ce concours, ça paraît paradoxal, mais cela montre l'engagement et la volonté des populations de Banikwara. Les populations de Boycon et moi-même avons l'immense plaisir de recevoir ce jour le 2e prix de ce prestigieux concours Vie durable. C'est dire que Boycon a définitivement pris le pli de protéger l'environnement, le pli d'un cadre sain. Ce concours a permis de mettre davantage en lumière les domaines dans lesquels les communes ont développé une certaine expertise et ceux dans lesquels leur performance devra être améliorée. Les résultats obtenus sont une preuve que les collectivités territoriales doivent s'approprier les mutations profondes actuelles de l'action publique relevant du cadre de vie et du développement durable. Par cette cérémonie de remise de prix, l'édition 2020 du concours Ville durable se referme. Les autorités des communes lauréates ont pris l'engagement de capitaliser les acquis. De leur côté, les organisateurs ont aussi promis mettre en application les recommandations faites par le comité de suivi et d'évaluation en vue d'améliorer les résultats des prochaines éditions du concours. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le meilleur reste à venir et le meilleur, c'est du sport avec le championnat d'Europe des nations de football. Au menu de votre rendez-vous sur Canal 3 Bénin ce soir, le match Belgique-Portugal, comptant bien sûr pour les 8e de finale de l'Euro 2020. À très vite donc.